C'est l'occasion pour moi de remercier les conseillers nationaux, malgré les intempéries du jour, qui ont bien voulu participer à cette plénière, qui est une obligation au vu des dispositions de la loi organique relative au règlement intérieur du Conseil national de la transition. Et je profite de la même occasion pour renvoyer un signal d'émotion et de soutien aux nombreuses familles qui ont été affectées par ces pluies diluviennes, où on note déjà des cas de disparus, des dégâts matériels extrêmement importants. Je prie Dieu qu'il protège notre pays, ses populations, contre de telles situations. Nous avons bien voulu nous mobiliser malgré l'intensité des travaux concernant le dialogue institutionnel autour de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Nous avons pu répondre à cet autre appel de notre nation. Je tiens à remercier chacune et chacun pour l'engagement et les contributions riches et variées. Ce débat a été l'occasion de définir des orientations stratégiques vitales pour la période 2025-2027 et de nous inspirer des meilleures pratiques adoptées par d'autres nations pour éclairer nos décisions et surtout la prise en compte des préoccupations des acteurs du secteur économique, mais aussi du secteur privé en particulier. Le contexte de ce débat est marqué aussi, comme souligné déjà lors de la séance d'ouverture, par des défis découlant de la forte inflation mondiale provoquée par des effets des guerres russo-ukrainiennes, guerre au Proche-Orient et d'autres conflits récurrents qui affectent les relations géopolitiques et économiques entre les différentes nations du monde. Notre pays a pris de fortes mesures pour stabiliser le cadre macroéconomique, notamment la mise en œuvre du programme de référence intérimaire et du programme de relance économique permettant d'améliorer le climat des affaires et d'engager d'importantes réformes dans le secteur minier. En un, c'est la diversification et mobilisation des recettes. À l'instar de nombreux pays africains, je citerai le Rwanda, qui a réussi à diversifier ses sources de revenus à travers l'innovation et les investissements dans le tourisme et l'agriculture. Nous devons renforcer notre stratégie de mobilisation des recettes. La réussite du projet Simandou, prévu pour 2026, offre une opportunité unique pour diversifier nos revenus et diminuer notre dépendance au secteur traditionnel. Nous devons poursuivre des réformes fiscales en profondeur, à l'image d'un pays de l'Europe du Nord que tout le monde connaît, l'Estonie, où l'efficacité de la fiscalité numérique a transformé son économie. Il faudrait également explorer les opportunités offertes par l'exploitation minière et la taxation du secteur informel pour optimiser nos recettes. En deux, c'est la maîtrise et l'efficacité des dépenses. La gestion rigoureuse des dépenses est essentielle. En guise d'illustration, le modèle suédois, avec son approche axée sur l'efficacité des dépenses publiques et la transparence,
peut nous inspirer. Nous devons prioriser les dépenses ayant un impact direct sur la croissance et le bien-être social, tout en réduisant les dépenses non essentielles. Une attention particulière doit être portée aux investissements en infrastructures, à l'instar des stratégies adoptées pour ce petit pays, cité-nation, le Singapour, où les investissements ciblés ont soutenu une croissance économique durable et résiliente. En 3, c'est le soutien au secteur privé et à l'innovation. Nous devons créer un environnement favorable aux affaires. En Afrique, le cas du Kenya en est une illustration. Le Kenya a démontré l'importance de soutenir les PME et d'encourager l'innovation technologique pour stimuler la croissance durable du pays. Ces mêmes politiques sont en œuvre dans la première économie européenne, qui est la République fédérale d'Allemagne, qui ont permis à ce pays de devenir un leader industriel mondial. Il est crucial d'encourager l'innovation et de soutenir les PME pour qu'elles deviennent des moteurs de croissance inclusive et durable. Le gouvernement doit fournir un effort dans la satisfaction des doléances de notre secteur privé concernant l'appurement de la dette intérieure afin de soulager leur trésorerie et leur permettre de participer efficacement à une croissance soutenue du produit intérieur brut. Monsieur le ministre, payer la dette intérieure est une obligation. La capacité d'honorabilité du gouvernement dépend aussi de sa capacité à s'acquitter de sa dette intérieure. Monsieur le ministre, quand vous payez la dette intérieure du secteur privé, vous n'enrichissez pas les sociétés, mais vous contribuez à améliorer la poche de nos concitoyens. À chaque entreprise est rattaché des intérêts, des familles, des ménages et des groupes sociaux parfois vulnérables. Les investissements en 4 dans les infrastructures stratégiques sont une priorité. Nous devons aligner nos projets sur les objectifs de développement durable. Et je vais citer l'exemple du Japon. Monsieur le Président de la Chambre de commerce a dit tantôt, le Japon, un petit pays qui a une histoire particulière, une histoire politique agitée. Ce pays a canalisé son économie pour réaliser des infrastructures économiques de qualité. Aujourd'hui, malgré les multiples balbutiements dans l'économie mondiale, le Japon reste un pays stable sur le plan économique. En améliorant nos routes, nos barrages hydro-agricoles, nos hôpitaux et nos écoles, dans une dynamique d'inclusion sociale, nous contribuons non seulement à la croissance économique, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie de notre population. En 5, la résilience face aux chocs extérieurs. Renforcer notre résilience économique est primordial. La Chine, par exemple, a montré comment la diversification économique et l'investissement dans les secteurs stratégiques peuvent protéger contre les chocs extérieurs. Nous devons diversifier notre économie, réduire de manière significative notre dépendance aux importations et promouvoir l'agriculture locale pour sécuriser notre approvisionnement et renforcer notre autonomie. Et je parlerai de la sécurité alimentaire. D'autres plus extrémistes parleront de la souveraineté alimentaire. Mais en tout état de cause, un État, un peuple qui ne peut pas se nourrir de ses efforts est un peuple qui est soumis à une vulnérabilité qui le poussera in fine
à renoncer à sa souveraineté. Honorables conseils nationaux, 2025-2027, nous visons à mobiliser 125 338,12 milliards de francs guinéens, une augmentation significative par rapport à 2024. Nos réformes incluront la modernisation des secteurs fiscaux, le renforcement de la sécurité des recettes et l'optimisation des recettes non fiscales. Les investissements prévus s'élèvent à 54 978,14 milliards GNF, avec une part importante allouée aux infrastructures. Bien que le CNT a affiché sa déception par rapport au taux d'absorption des ressources allouées au secteur des travaux publics et des infrastructures. Nous mettrons en œuvre des réformes pour améliorer l'efficacité des dépenses et assurer une gestion rigoureuse des fonds publics. Nous avons abordé des questions essentielles: la politique fiscale, la gestion des dépenses et les investissements en infrastructures. Les recommandations formulées, telles que l'augmentation des investissements dans les infrastructures rurales et une répartition plus équitable des projets à travers les préfectures, visent à garantir un développement équilibré et inclusif. Pour conclure, ce débat d'orientation budgétaire nous guide vers une vision ambitieuse pour la Guinée. Nous avons la responsabilité de mettre en œuvre ces orientations avec rigueur et détermination pour bâtir une économie résiliente, juste et prospère pour les générations actuelles et futures. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les ministres du pôle économique et financier pour leur collaboration, leur participation. Honorables conseillers nationaux, mesdames et messieurs distingués invités, quand on parle de la qualité du rapport de la Commission Finances, il faut parler de la qualité de la collaboration avec les services techniques de l'État. Parce que ces chiffres-là, ce n'est pas nous qui les avons créés, ces chiffres ont été créés par l'efficacité des services publics à répondre avec célérité aux sollicitations des conseillers nationaux pour éclairer leurs lanternes sur le niveau de mise en œuvre des dépenses publiques. Honorables conseillers nationaux, Monsieur le Premier vice-gouverneur de la Banque centrale, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, et à tous les cadres qui ont accompagné et participé à ce processus de programmation, merci pour votre disponibilité. La commission des fonds, merci pour le travail fait. Un travail audacieux, un travail méticuleux, mais surtout un travail sincère. Votre courage oblige admiration pour toute la représentation nationale. Les conseillers nationaux et le personnel d'administration parlementaire, n'est-ce pas une autre occasion de vous féliciter, de vous encourager sur votre participation de qualité à la préparation des activités dans les commissions, à la préparation des intercommissions et à la préparation de cette plénière. Je termine avec une mention particulière adressée aux représentants de la Confédération générale des entreprises de Guinée, CGGI, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, la Chambre nationale d'agriculture, l'Ordre des experts comptables agréés de Guinée, ainsi que les organisations de la société civile pour leur contribution de qualité. Je remercie à vous toutes et tous qui ont bien voulu braver la famine, braver la longue période d'attente pour donner à cette plénière toute sa substance et sa crédibilité. Vive la République de Guinée. Je vous remercie pour votre aimable attention.